Le podcast Le Deuxième Sens vous invite à un voyage au cœur du son, des sons. De celles et ceux qui l'ont étudié, contrôlé, dominé, normé pour façonner les paysages sonores qui enveloppent nos oreilles. On y croisera des prophètes de l'Antiquité, des physiciens, des bidouilleurs, des luthiers, les oreilles des gens ordinaires, des architectes. Vos guides dans cette exploration seront Alice Demsen-Meyer, acousticienne, et Aurélien Ruellé, historien. À la recherche des sons perdus avec Mylène Pardoen. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'une chercheuse vraiment singulière, Mylène Pardoen, archéologue du patrimoine sonore. Et pour l'occasion, on s'est retrouvés au cœur de la vieille ville du Mans. Autour de nous, des maisons à colombages qui penchent un peu, des pavés qui racontent des siècles d'histoire, et au bout de la rue, la cathédrale. Avec Mylène, on va remonter le temps, tendre l'oreille vers des époques oubliées et partir à la découverte des sons d'hier, ceux qui résonnent encore, quelque part, dans les murs qui nous entourent. Bonjour Mylène, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour, je m'appelle Mylène Pardoen, je suis ingénieure de recherche au CNRS et je suis archéologue du patrimoine sonore. Donc initialement archéologue du paysage sonore et mes pratiques au sein du chantier scientifique CNRS, ministère de la Culture, Notre-Dame, m'a permis d'orienter et d'élargir mon spectre de recherche sur tout ce qui est sensorialité des métiers de l'artisanat et de la restauration. Pourriez-vous nous raconter comment vous êtes arrivé à ce métier ? Alors oui, quand j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'université, je voulais plutôt faire de l'histoire. Et là, on m'a dit, non, il faut faire de la musicologie. Donc c'était vraiment, là, j'ai dû ouvrir le parachute pour bien descendre, parce qu'à 30 ans, commencer des études. Parce que moi, j'ai pas le bac, donc j'ai terminé mes études en début de première. Donc c'était un grand gap. Quand j'ai soutenu ma thèse et que j'ai eu l'opportunité de travailler pour un musée dans le cadre du paysage sonore, là je me suis dit qu'il y avait une réflexion à faire sur repositionner l'humain dans cette technologie qui n'était qu'à son tout début, alors qu'aujourd'hui on est envahi par une technologie qui nous bouffe, en passant par l'intelligence artificielle et tout ça, où si on veut retrouver son propre positionnement, c'est-à-dire si on veut reprendre le dessus par rapport à l'outil ou à toutes ces programmations informatiques qui sont présentes, on est obligé de passer par la sensorialité. Alors vous parlez de sensorialité et d'outils numériques. Alors forcément, ça m'évoque le cinéma qui utilise énormément les technologies pour recréer des sensations. Et d'ailleurs, comme ici, dans ce centre historique qui a beaucoup servi de décor pour le cinéma. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec cet univers de fiction, ou est-ce que vous avez été sollicité pour des projets de reconstitution sonore à l'écran ? Oui, c'est important, mais le cinéma ne vient pas me titiller pour faire des ambiances sonores historiques pour le cinéma, parce que ça a un coût. Faut pas se leurrer, hein. Ça veut dire qu'il faut se plonger dans les archives, ça veut dire retrouver des sons, ça veut dire aussi avoir des captations qui sont complètement différentes de celles du cinéma. Moi, je me promène jamais avec un seul micro. Là, il y a un seul micro, ça fait un peu triste pour moi. J'ai jamais un seul micro. J'ai plusieurs micros. Le plus petit nombre de micros pour un geste, c'est 3. Donc voilà, pour donner une idée, ça veut dire qu'il y a du traitement derrière. Il faut aussi comprendre l'articulation. Et le cinéma, il n'est pas fait pour ça. Le cinéma, il est fait pour gérer des émotions. Moi, je gère pas des émotions. Moi, j'essaie de comprendre comment est-elle passée. Dans votre ancien métier, vous étiez mécanicienne hélico, je me demandais si les sons occupaient une place importante, si l'audition occupait une place importante. Eh non, il n'en occupait pas parce qu'on doit se protéger les oreilles et ça fait un peu comme sur le chantier Notre-Dame. Le chantier Notre-Dame, c'est un vrai chantier BTP à 95 décibels, donc on protège ses oreilles quand on va sur le chantier et qu'il faut travailler sur le chantier. Donc non, le son par lui-même, en tout cas quand les turbines étaient lancées, il ne rentrait pas dans le travail de détection ni quoi ni caisse. On était plus sur un travail de détection au niveau du toucher, c'est-à-dire quand il y avait des points durs, les accroches on les sentait plus au toucher, mais pas forcément au niveau de l'oreille.
À travers la recherche par l'écoute, est-ce que vous avez pu découvrir une évolution des pratiques dans ce métier sur le chantier? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est dans l'évolution des pratiques de métier, donc artisanal mais au sens le plus large possible. Aujourd'hui, on a deux types de métiers. On a les artisans, ce sont ceux qui vont pratiquer leur métier à la fois de manière manuelle, et même s'il y a un petit outillage, ils vont le pratiquer consciemment ou inconsciemment, sensoriellement parlant, avec tout leur sens. Et puis de l'autre côté, quand on est sur des gros débits, donc là où on se réclame vraiment des machines industrielles, ils ne sont plus artisans, ils deviennent opérateurs. Et juste ce changement de dénomination, il est important puisque l'artisan, lui, il est dans sa pratique artisanale de métier, c'est-à-dire qu'il va vraiment pratiquer un métier, alors que l'opérateur, il est là juste pour appuyer sur des boutons sur une machine qui va, elle, travailler à sa place. Pénibilité, elle est pareille, contrairement à ce que l'on pense, mais la focale entre l'artisan et l'opérateur, c'est il devient, lui, quelque part, un rouage, juste un rouage d'une phase de fabrication. Alors que l'artisan, lui, il participe totalement à la fabrication, même s'il n'est qu'une pièce dans une chaîne de fabrication. Est-ce que vous pourriez nous parler du patrimoine sonore militaire et nous raconter ce que vous avez défriché pendant votre thèse? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le patrimoine sonore militaire, quand on remonte dans le temps, même encore un petit peu aujourd'hui, il est très vaste. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a les marches, il y a les défilés, qui ne sont pas les marches. Il y a tous les concerts, parce que plus on remonte dans le temps, plus on s'aperçoit que les musiques militaires participaient énormément à la vie sociale. Et bien sûr, il y a tout ce qui est fonction d'ordonnance, qui rythme la vie du militaire et qui rythme aussi la vie des animaux militaires, notamment pour les sonneries. Donc tout ça, ça fait un patrimoine très très riche. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, flûte, il y a beaucoup à faire et je pense qu'une thèse n'y suffira pas. Une thèse n'y a pas suffi. J'ai fait que défricher un peu ce patrimoine-là. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a ouvert sur, au-delà même des musiques, comment était la vie sonore d'un militaire. Alors vous avez évoqué les musiques militaires. Quel était leur rôle à l'époque et à quoi ressemblaient-elles concrètement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les batteries ou les sonneries lors d'un combat, parce que nous, on a toujours dans l'imaginaire collectif, c'est le combat qu'on voit. Il n'y a pas que cette vie-là, mais au combat, les musiques, elles ne sonnaient pas. Il y avait juste le tambour, et les tambours, ils étaient en fin. Déjà parce que s'il est fauché, ça fait du silence et ça ne peut pas mener les troupes, ça c'est la première chose. Et puis aussi ça permettait d'éviter aux jeunes, aux bleus, de se carapater parce que la guerre c'est affreux et la peur elle est présente et elle est humaine la peur. Donc quand on a une image, vraiment une image, un imaginaire collectif, une image épinale, on voit le militaire en tant que militaire, c'est-à-dire au combat. Les musiques militaires, elles sont partout. Elle rythme la vie des militaires de A jusqu'à Z, du lever au coucher, même s'il ne fait pas la guerre. Et donc ces petites sonneries, c'est la montre de l'époque, ça coûtait cher, c'est la montre de l'époque qui permet de régler la vie militaire. Et au-delà, ces musiques militaires, donc au-delà des sonneries batteries, c'est-à-dire du tambour qui évolue dans le temps. Parce qu'au début, on a des tambours qui ne sonnent pas très fort, puis on s'aperçoit que le chant il s'élargit, le champ de bataille s'élargit, donc on est obligé d'avoir des instruments de plus en plus bruyants. Et bien, au-delà de ça, on a des musiques qui sont les musiques d'harmonie, la clique, l'harmonie, et puis les orchestres. Aujourd'hui, c'est pareil, on a les mêmes formations, ça n'a pas bougé. Et ça entraîne les militaires, ça leur permet de bien s'ancrer dans la vie. Les casernes ne sont pas à l'extérieur, contrairement à ce qu'on pense, elles sont proches des villes et elles participent à la vie de la ville. Donc les musiciens militaires vont au théâtre pour faire la musique au théâtre, ils vont au bal pour animer le bal. Voilà. Il ne faut pas avoir une image épinale, le militaire il ne va pas qu'au combat, il fait plein de choses et il passe plutôt son temps à partir en manœuvre pour s'exercer, parce que quand il est au combat, il ne faut pas qu'il réfléchisse et il faut qu'il ait des gestes réflexes pour pouvoir aller au combat.
Et la musique aidait à ce genre de réflexe ? La musique, elle est importante à différents niveaux. Alors, par exemple, pour les déplacements, il y a eu énormément de réflexions sur quelle vitesse marcher pour se déplacer, passer d'un point à un autre, pour que les troupes elles arrivent sur le champ de bataille pas trop tard. Donc, il fallait pas que la marche soit trop lente, mais pas fatiguée. Donc, il fallait pas qu'elle soit trop vite pour que les troupes n'arrivent pas complètement à plat. Vous avez parlé de la phase de préparation, consulter les archives, analyser la biophonie, comprendre tous les éléments qui façonnent un espace sonore. Concrètement, comment est-ce que vous procédez ensuite pour reconstituer une ambiance sonore historique ? Ça se met pas forcément en musique, parce que si j'ai vraiment pour mission de recréer un paysage sonore, la première chose que je vais faire, c'est me plonger dans les archives pour sortir justement de cette image d'imaginaire collectif qui est aussi véhiculée par le cinéma et qui biaise énormément l'idée qu'on peut avoir d'un environnement sonore. Là, par exemple, voilà, vous avez les cloches, c'est intéressant. Donc ce paysage qui fait partie de la ville du Mans, il va falloir le respecter, le comprendre, le remettre dans son contexte et essayer de voir à quelle époque, combien de cloches il pouvait y avoir, qui lançait la première cloche pour que les autres puissent suivre également. Donc tout ça c'est vraiment très très important et ça participe de la préparation du travail. Après seulement on va élaborer des cartes de son parce qu'il y a tous les sons des villes qu'on entend ici et puis il y a tous les sons des animaux qui ne sont pas présents aujourd'hui mais qui été comme hiver vadrouillaient dans les villes. Donc il va falloir savoir quelles étaient ce qu'on appelle la biophonie et puis essayer de comprendre si les lieux ont vraiment été modifiés parce que si les lieux ont été modifiés, l'acoustique des lieux est aussi changée. Quelle ambiance sonore ces façades et ce décor architectural vous inspirent-ils ? Chaque élément est une petite pièce bien distincte dans un puzzle à plusieurs millions de pièces. Et si l'acoustique par elle-même, aujourd'hui avec les techniques très contemporaines, on peut restituer des volumes acoustiques, pour les ambiances sonores c'est beaucoup plus compliqué. Puisque c'est pas le fait de mettre un simple micro en bisonique qui va nous prendre l'ambiance d'aujourd'hui, mais pas celle du passé. Donc mon travail à moi, c'est de restituer son par son de ces ambiances sonores. Donc ça veut dire que pour 3 minutes de paysage sonore, vous pouvez vous retrouver avec 500 fichiers son. Et pour ce travail, vous utilisez plutôt le format numérique ou analogique ? Le numérique, quand il est très bien défini, quand il a une très bonne définition, il ne nuit pas à l'écoute. Il faut que ça soit clair. Donc l'analogique, de ce fait, si on a du très bon numérique, le numérique permet quand même des choses où l'analogique présente ses limites. Maintenant, un vrai paysage sonore aujourd'hui, ça serait embêtant parce que nous entendons là les pompiers qui passent, et ça, on ne pourra pas l'enlever. Et si on veut réellement restituer une vraie ambiance sonore du passé, toute cette pollution sonore, on est obligé de faire avec. Donc ça devient très très compliqué de créer des vraies ambiances sonores dans la réalité des faits, sauf à trouver des ambiances sonores d'intérieur, où là on va avoir l'acoustique de l'intérieur, on essaye d'être le plus proche possible d'une possible réalité, c'est-à-dire est-ce que la pièce elle est à peu près identique à ce que l'on voulait, et on va pouvoir pas seulement faire l'ambiance sonore, parce que ce n'est qu'un élément, mais pour avoir cette ambiance sonore telle qu'elle nous projetterait dans le passé, ça veut dire y mettre tous les ingrédients sensoriels, techniques, épistémiologiques, qui font qu'à ce moment-là, on va se retrouver projeté dans le temps, mais dans un vrai temps. En tout cas, cette rencontre soulève aussi une question essentielle. Quels sons souhaite-t-on préserver ? Aujourd'hui, certaines ambiances sont protégées par la loi et classées au titre de patrimoine sonore. Mais pourquoi valoriser par exemple le son des cloches plutôt que celui d'un camion poubelle ?
Ces sons dits nuisances ne racontent-ils pas eux aussi notre quotidien, nos rythmes, notre manière de vivre ensemble ? Je pense notamment à mon expérience personnelle. À vélo sur ces pavés historiques, je deviens moi-même une nuisance sonore. Alors que faire ? Faut-il préserver ces pavés pour leur valeur patrimoniale, même s'ils génèrent du bruit ? Ou repenser cet héritage pour qu'il reste habitable ? Il est important de conserver les pavés dans les vieux quartiers. Mais alors moi, je ferais une petite préconisation, là, parce que ces pavés-là, ils sont bétonnés. Et si on veut éviter qu'ils glissent et que la ville, elle soit moins minérale, c'est de faire des vrais pavés avec les pavages de l'époque, c'est-à-dire qui sont ajustés et il y a du sable entre les interstices, qui permet justement à l'eau de s'évacuer. Et d'éviter ces petites rigoles-là, puisque la rigole centrale qui existait, elle était pour évacuer tous les déchets, mais pas pour évacuer la pluie en fait. Donc oui, pour moi c'est essentiel d'avoir ce patrimoine. Là c'est les pavés du 19e, c'est pas les pavés du 18e, qui sont beaucoup plus petits. Et je n'irai pas à dire qu'ils n'ont pas le même bruit, mais je pense que ça pourrait avoir une incidence sur le bruit, quoi qu'il en soit. Les pavés, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. C'est plus agréable d'avoir un pavé que d'avoir un sol bitumeux, quel que soit le revêtement qui a été décidé. Ce podcast est une coproduction Le Mans Université et Le Mans Sonore. Montage son et sound design, Jade Primel et Elsa Lebrun, avec la participation et les compositions sonores de Mylène Pardoen.